Bonjour. Vous êtes le fondateur de la compagnie financière africaine. Elle existe depuis, vous l'avez fondée depuis 2014. Vous êtes sur un business model qui interroge et intéresse. D'abord, comment ce business model fonctionne? Alors, vous avez parlé de 2014. Moi, je parlerai de 2009 parce qu'il y avait toute la période de grossesse, vous savez, avant que le bébé naisse, donc qui était de 2009 à 2014, donc qui a duré quand même 4 ans, donc qui était relativement longue parce qu'il fallait penser le modèle, etc. Donc à ne pas négliger parce qu'on dit que quand la grossesse se passe bien, le bébé est beau. Donc on a passé une longue période à préparer et à travailler notre modèle. Alors qui finalement était basé sur un postulat assez simple, qui était de dire qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une institution financière qui s'occuperait de financer. On parle de secteur informel, mais le secteur informel a souvent une connotation un petit peu négative. Je dirais le secteur qui n'est pas encore totalement formalisé, c'est-à-dire nos PME, tous nos opérateurs économiques qui ont une réelle activité économique, mais qui, pour des raisons diverses, culturelles, n'ont pas d'état financier structuré qui pourrait répondre aux critères des banques traditionnelles. Les banques traditionnelles, même dans les pays les plus avancés, il y a un siècle, ont déjà été dans cette situation. En gros, ça nous ramène un petit peu à la banque de proximité qui est, je prête dans mon cercle d'influence et de connaissances parce que j'ai une maîtrise finalement de cet écosystème. Et donc, on a voulu avoir cette institution et on s'est dit que pour pouvoir y arriver, c'est avant tout une aventure d'hommes avec un grand H, de personnes. Première chose, il fallait trouver les bonnes personnes qui partagent la même vision et la même passion pour cette inclusion financière. Et puis surtout, il fallait ensuite poser un modèle. Oui. On est parti du postulat qu'il fallait être diversifié parce que quand vous êtes diversifié, vous avez une meilleure capacité à absorber les chocs exogènes. Donc, en même temps, il fallait avoir une certaine uniformité dans notre approche. Donc, on a un modèle opérationnel, c'est celui qu'on a préparé pendant ces 4 ans, qui lui est centralisé, Oui. qui est basé autour d'une holding qui détient l'ensemble des fonctions support. Donc, les fonctions stratégiques et tactiques sont faites au niveau de la holding et les fonctions opérationnelles sont réalisées au niveau des filiales. Donc, on a une holding qui apporte le support technique, financier et humain aux filiales. Donc, ça, c'est un modèle opérationnel qui est centralisé dans tous nos pays. C'est le même système d'information, les mêmes procédures, les mêmes process. Donc, modèle opérationnel centralisé. Par contre, l'approche marché, ce qu'on appelle le go-to-market chez nous, elle est spécifique à chaque pays, voire à chaque région, parce que c'est des produits et des services qui doivent correspondre à l'écosystème dans lequel on évolue. Ceux-là, ils ne sont pas centralisés, ils sont adaptés à chacun des environnements dans lesquels on évolue. Alors, concrètement, comment fonctionnez-vous? D'abord, vis-à-vis de vos cibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a eu un impact extrêmement fort avec la pandémie depuis 13-14 mois. D'abord, comment analysez-vous la situation à partir de ce désastre, de cette crise mondiale économique? Alors, écoutez, elle est analysée sous plusieurs aspects. D'abord, quand on a commencé, disons, fin 2019, quand on a commencé à réellement réaliser ce qui se passait, on a eu donc un début d'année assez particulier parce qu'on a eu une première approche qui était de dire comment on sécurise nos employés. C'est très important parce que il fallait sécuriser d'un point de vue purement sanitaire même nos employés, par définition nos clients aussi, et comment on s'assure qu'ils ont de la liquidité pour pouvoir venir retirer les fonds quand ils en ont besoin, les avoir à disposition parce que c'est un moment où on dirait les caisses se vident, donc les gens qui ont perdu leur emploi, qui ont eu une réduction d'activité auront besoin de venir toucher leur épargne. Donc c'était d'autant plus important qu'on se trouvait à ce moment-là avec une crainte de fort risque de liquidité avec des gros institutionnels qui pourraient retirer leurs fonds, etc. En gros, et certaines décisions au niveau de certains États où les seuls établissements qui étaient ouverts, c'était les institutions financières, les hôpitaux et les administrations. Donc, en gros,
on ne pouvait pas aller collecter nos fonds parce qu'on était souvent aujourd'hui sous restriction. Par contre, il fallait mettre les fonds à disposition de nos différents clients. Il faut savoir que dans notre environnement, il n'y a que 20% à peu près, 20-25% de la trésorerie, disons, de déposits qui sont en caisse ou en liquidité en banque. Le reste, c'est de l'argent qu'on prête, qu'on recouvre pour pouvoir restituer à nos clients. Donc, il s'est passé une situation un peu particulière dans laquelle on a mis en place un certain nombre de mesures accompagnées par des bailleurs qui ont pu faire qu'on a résisté. Donc, situation un peu particulière, surtout que les clients de la Mésofinance, qui sont ces fameux opérateurs dont je vous ai parlé, étaient en première ligne face à cette pandémie de Covid, puisque c'était des gens qui, par définition, n'ont pas de grandes épargnes, qui ont une activité ou gagnent leur vie au quotidien, je dirais. En gros, s'ils ne travaillent pas, ben, ils meurent de faim. Donc, on était un peu partagé, pas nous en tant qu'institution financière, mais je dirais le système était partagé entre renforcer les mesures de restriction sanitaire, et là, il y avait un autre problème qui était l'impact économique. Relâcher les mesures de restriction sanitaire avec un impact sanitaire qui tombait. Je crois que beaucoup d'États ont trouvé un juste milieu qui était d'avoir, disons, une activité qui serait contrôlée en insistant beaucoup sur les mesures barrières. Et globalement, ces clients-là, pour la plupart, certains ont été les secteurs les plus touchés, transport, hôtellerie, restauration, premier niveau, ils ont été touchés de plein fouet. On a vu des arrêts d'activité carrément. Oui. Donc, et on a eu un deuxième secteur qui a été très résilient parce que c'est des gens qui se sont réinventés, qui ont transformé leur activité, qui ont commencé à faire de la livraison à domicile, qui ont commencé à faire du delivery, qui ont commencé à faire un certain nombre de choses qui ont permis de revoir un petit peu, de limiter la casse. Donc, globalement, c'est ça aussi la résilience de l'entrepreneur, c'est qu'étant donné l'entrepreneur africain, étant donné qu'on travaille sur des petits volumes, il n'y a pas des investissements qui sont trop lourds, donc il y a une capacité aussi à se réinventer assez importante. Voilà. Oui. Pour qu'on comprenne vos outils, la manière de fonctionner par rapport à vos cibles, quels sont les véhicules, ce qu'on appelle les instruments permettant à vos clients de leur offrir votre service ou vos services? Écoutez, alors, on va parler des produits et services et des canaux de distribution. Donc, nous, on a des produits et services qui sont typiquement des produits classiques, épargne, crédit, transfert, etc. Notre approche, elle est un peu différente dans la mesure où, comme je vous ai dit, on a affaire à une clientèle qui est plutôt volatile, qui n'a pas d'état financier et qui a des cycles courts avec des besoins souvent urgents. Pour ça, on a différents types de produits qui vont du fonds de roulement classique à des financements de bons de commande, à des avances sur liquidité, à des cautions, à des garanties. Bref, comment on analyse ces clients? On a ce qu'on appelle, nous, à Cofina, un Coffee Score, qui est un modèle de scoring ou de pré-scoring de nos clients, qui, en fonction de leur activité, en fonction d'un certain nombre de points, nous permettent aujourd'hui de pré-scorer le client et de voir s'il correspond à nos critères, bien qu'il n'ait pas d'état financier. Une fois qu'il correspond à nos critères, on a la capacité de pouvoir maintenant reconstituer de façon synthétique les états financiers, notamment le cash flow pour évaluer la capacité de remboursement. Ensuite, on donne le crédit et après, on a tout ce qui est cycle de monitoring, suivi et recouvrement. Et on disait dans notre métier, la particularité, c'est que le client, c'est quelqu'un que le chargé d'affaires voit le matin en allant travailler et voit le soir en revenant. Donc, c'est une approche très spécifique, très hands-on, comme on dit, elle est très marché. Et comment on distribue ces produits? Donc, on a les produits et services. Comment on les distribue? On a principalement 3 canaux de distribution. On a nos agences classiques avec des agences principales et des mini-agences qui sont des satellites. On a ensuite un réseau qu'on appelle le réseau de sous-agents qui sont la boutique, la pharmacie, chez qui on installe un certain nombre de nos applications et qui font que vous pouvez aller retirer de l'argent ou en déposer dans ces agents de proximité qui se transforment en guichets avancés pour nous et qui sont la boutique du quartier où vous habitez. Pourquoi? C'est parce qu'on a calculé notre zone de chalandise, première zone et deuxième zone. Dans nos environnements, on ne marche pas plus de 5 ou 15 minutes à cause de la chaleur, à cause des conditions, bref, en zone urbaine. Donc, ces zones de chalandise là représentent la zone de chalandise numéro 1 et numéro 2. En gros, il faut qu'on ait un touch point
à une quinzaine de minutes de l'environnement où on est, ce qui fait que le coût de la transaction est inférieur au coût du transport. Donc, on est incité à aller plutôt que de se déplacer, abandonner son activité, prendre le transport pendant un moment pour pouvoir arriver à l'institution. On ramène l'institution auprès de vous. Troisième élément qui est très important, c'est ça, c'est l'application mobile digitale qu'on a qui permet aujourd'hui aux clients de faire un certain nombre de transactions directement à partir de son smartphone et bientôt même à partir d'un téléphone classique en utilisant les touches USSD. Donc, voilà un petit peu les 3 canaux par lesquels on distribue nos produits auprès de notre clientèle. Vous êtes implanté dans 9 pays. Vous avez choisi de répartir les risques. D'abord, est-ce qu'il y a des changements en termes de comportement d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y a un fil conducteur à tous ces pays? Alors, c'est une bonne question, c'est une question que j'aime bien. On est dans 9 pays, c'est vrai, et on a 18 nationalités qui composent le groupe Cofina. Et donc, c'est pour dire on a une culture Cofina qui se met en place aujourd'hui et qui est en place et qui permet, dans les environnements où on est, de conserver une chose qui est cruciale à toute institution qu'on bâtit, c'est l'ADN. Chaque institution a son ADN et il ne faut pas s'en départir, ça se bâtit vraiment brique par brique. L'ADN de BNP Paribas n'est pas la même que celle de Société Générale, bien que ce soit 2 banques françaises. L'ADN de EcoBank, où j'ai eu à travailler, et de United Bank for Africa, où j'ai eu à travailler, sont complètement différentes. Pourtant, ces 2 banques dont les capitaux sont majoritairement nigérians, mais l'une a eu un prisme panafricain dès le départ, l'autre a eu un ancrage d'abord nigérian et ensuite panafricain. Donc, chaque institution a une ADN particulière. Et nos environnements sont très différents. Je dirais nos pays sont différents et même nos régions sont différentes. Parce que, comme vous le savez, on a des populations qui ont migré complètement de façon horizontale, alors que dans la plupart en Afrique de l'Ouest, nos pays ont été découpés de façon verticale à cause de l'accès à l'eau. Donc, on a eu dans cette corne-là, on a des strates de population qui sont différentes et on retrouve des habitudes d'un côté ou de l'autre. Donc, le seul dénominateur commun qu'on puisse avoir, c'est notre boussole, notre ADN, qui fait qu'on arrive à parler le même langage. L'intégrité, c'est la même qu'on soit au Burkina Faso ou au Congo-Brazzaville. Notre vision est exactement la même, notre mission et nos valeurs, en gros, c'est le socle un petit peu avec lequel on ne transige pas. Après, la façon dont on approche les clients est différente. Ils ont des habitudes différentes, extrêmement différentes parfois. Et c'est ce qu'on appelle aussi le local content parce qu'en général, dans nos pays, au moins 30% du capital, voire 40%, sont détenus par des opérateurs économiques du pays. Nous sommes, et notamment, qui se partagent un certain nombre de choses, notamment généralement la présidence du conseil d'administration est assurée par une personnalité connue dans le milieu économique, la sphère économique du pays. Tout ça pour permettre de matcher notre ADN avec les particularismes culturels locaux qui sont très importants dans ce métier. Vous êtes dans la microfinance, donc c'est bien entre la banque classique et la microfinance, mais vous êtes inscrit dans un écosystème. C'est-à-dire que comment réagissez-vous avec les fonds, le marché financier, la bourse, les banques classiques, les fonds d'investissement comment cet univers interagit avec vous? Alors, il est extrêmement interconnecté. Je dirais on est complémentaires. On est complémentaires dans la mesure où tout cet écosystème finalement se complète. Nous, on a même découvert ce micro-segment qui était niché entre la microfinance classique et la banque, qui était la maison, qui était un segment qui n'était pas desservi ou qui était mal desservi, disons, et sur lequel on a mis un focus. Et normalement, par exemple, les banques, nous sommes les clients de nos banques. Typiquement, aujourd'hui, nous déposons nos encaisses en banque. Donc, les banques commerciales jouent le rôle de banque centrale des institutions comme les nôtres aujourd'hui. Et nous-mêmes, aujourd'hui, avons une initiative, on espère qu'elle sera validée bientôt, d'avoir une banque d'inclusion financière qui serait digitale et dont le principal rôle serait aussi de refinancer les institutions de microfinance dans la sous-région et de leur donner des outils et de la banque digitale. C'est pour dire que c'est un écosystème qui se complète. Si jamais on fait bien notre travail, on va avoir ce qu'on appelle le cercle vertueux de la finance. Ça veut dire qu'on a une toute petite vendeuse de tomates dans la région, mettons ici le sud de la Côte d'Ivoire,
qui avait reçu un nano-crédit de sa famille pour commencer un maraîcher, qui ensuite a pu croître et avoir un microcrédit, a eu des enfants, réussi à faire vivre sa famille, avec un crédit de la Mésofinance, a pu avoir en centre-ville un magasin, un centre de stockage et de revente, a pu faire partir ses enfants dans les meilleures universités. Ils sont revenus, donc une génération après, avec de nouvelles techniques de gestion, ont pu lever des fonds via la banque ou les marchés de capitaux pour se moderniser et enfin ont pu aller à la conquête du monde et devenir la multinationale panafricaine. Vous voyez que toute la chaîne de valeur est intervenue depuis la nanofinance jusqu'au marché de capitaux. Donc, si on fait bien notre travail, tout ça ira. Je vous ai passé le raccourci du fonds de private equity qui a injecté du capital à l'intérieur et qui est sorti par la bourse. Donc, voilà un petit peu, quand on fait notre travail, tout ça, c'est complémentaire. Alors, justement, est-ce que ce système de la misofinance a ces agences de garantie? Parce que c'est une dimension importante et dont on parle peu. Oui, alors, il existe, aujourd'hui, il y a on a Africa Guarantee Fund qui est très actif ici, anciennement Congari, on a un certain nombre de garanties du FAGAS, etc., qui existent non seulement au niveau national, sous-régional et international. Ils existent, ils permettent de se prémunir, il y a les garanties à risque et tout ça, ils permettent de se prémunir d'une partie du risque aujourd'hui et finalement de pouvoir libérer de la capacité de crédit. Donc, ça fonctionne, c'est complémentaire. C'est d'ailleurs ce qui a permis pendant la période aussi de la crise de pouvoir fonctionner. On a eu un certain nombre de garanties qui ont été mises en place par les États pour prêter à des secteurs où on est plus exposé, où les clients seraient plus vulnérables. Et donc, ça fonctionne, c'est un écosystème qu'il faut mettre en place. On parle souvent de la banque parce que c'est le cœur du réacteur, mais en réalité, c'est tout un écosystème dont les banques font partie, dont les fonds de garantie font partie, dont les fonds de private equity, dont la bourse, dont les institutions de microfinance, dont les institutions, les établissements de crédit à caractère non bancaire. Bref, il y a toute une palette et même le peer-to-peer, ce qui est le crowdfunding et le crowdlending, s'invite aussi au débat, même si c'est de façon embryonnaire pour l'instant. Mais globalement, il y a tout un écosystème qui bouge. Et voilà. Oui, c'est-à-dire que vous êtes l'incarnation de l'Afro-champion. Nous allons vers la zone de libre-échange qui va donner un autre champ et une profondeur de champ à l'Afrique. Mais est-ce que c'est une illusion d'optique que ça va créer ou est-ce que véritablement il y aura un redéploiement des forces vives de l'Afrique pour aller dans cette intégration continentale? Écoutez, c'est inéluctable. Alors, combien de temps ça prendra, c'est juste là la question, mais la certitude, c'est qu'on va y arriver. On a des économies trop fragmentées pour pouvoir se calfeutrer derrière nos barrières. En Afrique de l'Ouest, il y a déjà beaucoup d'harmonisation en matière de douanière, fiscale, etc., qui fonctionne. On a déjà la libre circulation des personnes qui fonctionne très bien, puisqu'avec un passeport, on peut circuler dans toute la CDEAO, ce qui est important. C'est des pays aussi bien francophones qu'anglophones. On va du Nigeria jusqu'au Sénégal, en passant par le Burkina. Bref, ça fonctionne. En zone CEMAC, c'était un peu plus compliqué, mais ça se met en place pour différentes raisons. En Afrique australe, il y a la zone de libre-échange qui fonctionne d'un point de vue des capitaux qui est très bien, puisqu'il y a une libre circulation des capitaux. Donc, tout ça va se mettre en place. On a des économies trop fragmentées qui ne transactent pas pour l'instant suffisamment entre elles. D'ailleurs, la preuve étant que maintenant, avec la crise sanitaire, on n'a jamais autant développé le tourisme local et régional. Ça veut dire qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes qu'il pouvait y avoir d'aller dans certains pays, eh bien, on a vu de plus en plus de déplacements qui se sont faits dans la sous-région. Donc, on y est obligé, on n'a pas le choix. On va transacter de plus en plus entre nous. Et puis, on aura de plus en plus d'entrepreneurs. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup d'initiatives d'entrepreneurs, tout simplement parce qu'il y a une statistique que je rappelle systématiquement à tous mes talks, c'est que toutes les 24 heures, il y a 33 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sur le continent. Oui. Seulement 11 000 auront un emploi formel. Les 22 000 restants
eh bien, soit c'est des entrepreneurs, soit c'est des désœuvrés avec toutes les conséquences d'une bombe sociale à retardement. Donc, il faut créer les conditions pour un entrepreneuriat dynamique parce que les entrepreneurs d'aujourd'hui, les PME d'aujourd'hui, les micro-entreprises d'aujourd'hui sont les multinationales africaines de demain. Une minute pour terminer. Quel est votre prochain défi dans cette expansion, dans la vision de mener vos affaires très rapidement? Alors, consolidation, on a eu une forte croissance au cours des 6 dernières années. Le Togo qu'on a inauguré la semaine dernière, était le dernier pays de notre phase 1 d'expansion, donc avec une pause de 3 ans. Notre défi principal, c'est l'humain. Il faut bâtir l'humain aujourd'hui, il faut bâtir des intrapreneurs, ce qu'on appelle des intrapreneurs, qui sont des entrepreneurs à l'intérieur de nos institutions, parce que quand on pense comme un entrepreneur, c'est l'ensemble de l'institution qui grandit. Jean-Luc Conan, le fondateur de la compagnie financière africaine, je vous remercie d'avoir été avec nous pour mieux faire comprendre la mésofinance. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hichem. À très bientôt.